devais avoir dans les 8 ans, j'ai demandé qui c'est ce monsieur qui est en noir et qui chante. On m'a dit, ben voilà, on m'a expliqué, c'est le Chazan, c'est lui qui dirige les offices et tout. Et j'aurais répondu, je vais être comme lui plus tard. Et je viens d'une famille tout à fait traditionnaliste alsacienne, et j'étais au Talmud Torah, c'était le grand rabbin Warshawski qui était le directeur du Talmud Torah à l'époque, et un jour il passe dans notre classe, et il dit, il n'y a pas assez d'enfants à l'office le vendredi soir. Je voudrais vous voir, vous pouvez aller à l'office des jeunes, vous pouvez aller à l'office que vous voulez, mais après l'office, je voudrais que vous passiez me saluer, moi et le grand rabbin Deutsch. Comme ça, je verrai que vous êtes venus. Et comme à l'époque, les enfants, nous étions très obéissants, alors je suis venu avec mon père le vendredi soir à l'office, et puis pour saluer après l'office le grand rabbin Warshawski et le grand rabbin Deutsch. Le grand rabbin Deutsch, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qui connaissait parfaitement bien toute sa communauté, la première fois qu'il me voit, il me dit « Tu es qui, toi ?» Alors, je dis « Voilà, le fils de Pierre Ayman. »« Ah, je connais, c'était mon élève. » Donc, pourquoi j'en parle de ça? Parce que plus tard, il va y avoir beaucoup de choses entre le grand rabbin Deutsch et moi. Et donc, c'est comme ça que je suis allé à la grande synagogue, et je sais plus comment, mais je suis entré très jeune dans la chorale, le chant sacré de Strasbourg. Et à la même époque, mon futur maître, M. Bertrand Joseph, qui était ministre officiel à la grande synagogue de Strasbourg, m'a fait entrer dans sa chorale d'enfants. Et c'est là d'ailleurs que j'ai connu Jean-Marc Israël, qui était le soliste, un des grands solistes de la chorale, aussi bien de la chorale d'enfants que la chorale du chant sacré. Et puis, pourquoi je parle de tout ça? Parce que, avant de chanter dans la chorale du chant sacré, celle de M. Joseph, j'ai voulu devenir ministre officiant. J'ai d'abord, le grand rabbin Deutsch m'a présenté à M. Joseph, il m'a dit c'est lui qui t'apprendra la bar mitzvah, et puis après j'ai dit bon ben maintenant les études ça m'intéresse pas spécialement, je vais être Chazan. Et alors j'ai commencé à prendre des cours de liturgie chez M. Joseph, chez lui à la maison, et puis également il me faisait venir au consistoire parce qu'il était également secrétaire général du consistoire du Bas-Rhin, et dans son bureau, après les heures de travail au consistoire, il donnait des cours de bar mitzvah à plein d'élèves. Il me disait Michel, tu viens et tu regardes comment je donne des cours, comme ça plus tard tu sauras toi aussi donner des cours de bar mitzvah. C'est comme ça que j'ai appris à donner des cours de bar mitzvah. Et donc Monsieur Joseph, quand j'ai dit que je voulais m'occuper, que je voulais devenir Chazan, ça a été un petit peu le chambardement dans ma famille. Je n'avais plus de père. Ma mère, qui venait d'une famille religieuse alsacienne, elle était originaire de Wechthofen, c'est pas très loin de Strasbourg. Et donc, ma mère, elle ne voyait pas d'inconvénient que je devienne Chazan. Par contre, du côté de la famille de mon père, ils étaient beaucoup plus mitigés. Et il y en a même qui ont dit non, pas question que tu deviennes Chazan. Chazan, c'est un métier de mendiant.
D'abord auprès de Monsieur Joseph. Ensuite, j'ai énormément appris par le fait de faire partie de la chorale de Monsieur Joseph et de la chorale du chant sacré à Strasbourg. J'ai énormément appris. Je me rappelle qu'à l'époque, pour entrer dans la chorale le chant sacré, le chef de chœur qui s'appelait autrefois Robert Kahn m'a fait passer un test en me disant voilà, je veux bien t'accueillir dans la chorale, mais je veux savoir comment tu chantes et je veux pour savoir avec quelle voix je vais te placer. Chez les barytons. À l'époque de la chorale de Monsieur Joseph, qui n'a pas duré trop longtemps, parce que justement les jeunes de la chorale sont venus rejoindre le chant sacré. À l'époque, la chorale comptait au moins 30 à 35 choristes qui étaient divisés en 4 voix, ténor, soprane, alto et basse. Et donc les voix supérieures, donc soprane et alto, soprane, c'était les voix principales. C'était les enfants qui chantaient ça. Les enfants et les adultes aussi. Il y avait des femmes dans la chorale? Non, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes, mais c'était, ça s'appelait comme ça. Les voix de soprano, c'était les voix normales qui chantaient l'air principal. Mais quand il y avait, excuse-moi de te couper, des adultes, des hommes et des enfants, les enfants n'ayant pas mué en principe par rapport aux adultes, ça veut dire qu'il y avait un octave de décalage, ils chantaient à l'octave ou Alors les jeunes, oui, chantaient, les enfants, mais enfin, il n'y en a pas eu tellement qui sont allés à la chorale, le chant sacré. Hein. C'est quand même la majorité des choristes étaient des adultes. Hein. Mais il y avait, disons, une bonne dizaine d'enfants. Et ces enfants chantaient avec les sopranos, voire éventuellement les ténors. Donc le chant sacré, une chorale de 4 voix, oui. Donc hommes et enfants, et l'autre chorale de Monsieur Joseph, c'était une chorale à 2 ou 3 voix. Et je chantais dans cette chorale. Et dans cette chorale, je chantais également chez les barytons. Et tu as chanté dans les 2 chorales? J'ai chanté dans les 2 chorales. Et elles ont existé conjointement? Non. Lorsque la chorale de Monsieur Joseph chantait, alors je chantais surtout le vendredi soir, alors ou les jours de fête, mais que quelques chants. Alors à ce moment-là, le chant sacré les laissait chanter. Laissait chanter la chorale de Monsieur Joseph. Et la chorale de Monsieur Joseph était aussi dirigée par Monsieur Joseph. Ah, par Monsieur Joseph, pas par Monsieur Kahn. Non, Robert Kahn. Non, pas par Monsieur Robert Kahn. Donc après, les enfants qui voulaient ont continué avec le chant sacré. Et c'est toujours le chant sacré qui est toujours resté la chorale de référence à Strasbourg et à l'étranger aussi. Qui existe encore aujourd'hui. Qui existe encore aujourd'hui, bien sûr. Donc mon premier déplacement a été à Hinwiller. Alors Hinwiller, c'est aussi, c'est dans le Bas-Rhin, c'est quoi, une 40aine kilomètres de Strasbourg. Et là, j'y étais allé pour remplacer le Chazan, qui était en même temps assureur. Il avait deux fonctions. C'était d'ailleurs le père de Jean Lévy, le rabbin Jean Lévy, qui est à Paris depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc je suis allé là-bas, et puis j'ai commencé, je venais le vendredi après-midi, et je repartais le samedi soir, si j'avais encore un train, sinon je repartais le dimanche matin. Et ça dépend à quelle heure terminait le Shabbat. Et je me rappelle, à l'époque, il n'y avait plus tellement, c'était en 1900, ça devait être autour de 1968, 69. Et là-bas, il y avait plus tellement de juifs, mais il y avait encore Minyan. Donc, j'ai pu commencer là-bas à faire des offices. Et j'y ai gardé un très bon souvenir, très agréable. Après, Monsieur Joseph m'a envoyé pour remplacer des Chazanim, notamment à Célestat. Je suis allé également à Thionville pour faire des remplacements le Shabbat. Et je suis allé également dans la ville de Troyes un peu plus tard pour également passer des Shabbatot et faire des offices là-bas. Et alors surtout, là aussi où j'ai beaucoup appris, c'est entre 1969 et 1972, j'ai secondé le Chazan de Metz, Monsieur Albert Kirsch, et pendant 4 ans, je l'ai secondé pour les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ça a été une expérience également extraordinaire pour moi.
parce que venant de Strasbourg et ayant chanté avec la chorale Le Chant Sacré, je me suis retrouvé en 1969 aux offices de Rosh Hashanah Yom Kippour avec chorale mixte et orgue. C'était, sur le plan musical, je n'avais jamais vu et entendu quelque chose d'aussi beau. Ça me changeait tout à fait des offices de Strasbourg, et je ne m'attendais pas du tout à avoir l'orgue et une chorale mixte. On ne connaissait pas ça à Strasbourg. Et j'ai un souvenir mémorable de cette chorale qui était dirigée par M. Sylvain Bin, et avec donc M. Albert Kirsch, qui était un Razan extraordinaire. Et là, j'ai beaucoup appris également. J'ai beaucoup appris parce que la chorale était magnifique, parce que les chants de M. Kirsch étaient magnifiques eux également. Je ne connaissais pas tous les chants qu'il chantait, mais je les ai appris en l'écoutant chanter. Et encore maintenant, des airs de messe, je les ai chantés un petit peu partout, à Guenot, à Mulhouse, à Luxembourg, à Nancy, des airs qui m'ont beaucoup touché. Et donc, sur le plan historique, il faut savoir que en 1970, l'orgue on a supprimé l'orgue à Metz. Donc j'ai eu cette chance, pour la première et dernière fois de ma vie, d'assister à des offices de Rosh Hashanah Yom Kippour avec chœur mixte et orgue. C'était extraordinaire. La chorale à Metz a continué, je pense au moins jusque dans les années 1980, je suppose, je n'ai pas la date exacte, mais la chorale était impressionnante également. Je voulais juste savoir, y avait-il le rite donc de Metz n'était pas le même que celui de Strasbourg? Si, ça fait partie de l'Alsace-Lorraine. Donc à Metz, il y avait les mêmes airs, pas tous. Il y avait certains airs que M. Kirsch avait introduits, ou bien d'anciens airs spécifiques à Metz. Dans toutes les communautés où je suis passé, j'ai toujours entendu des airs spécifiques à chaque communauté. Et je les ai appris quand j'étais engagé. Donc, mais la Chazanout à Metz, c'est la même que celle d'Alsace-Lorraine, absolument. Et cette Razanout d'Alsace-Lorraine, en fait, c'est celle qui est venue d'Allemagne et qui est aussi la même que celle qui a été reprise, par exemple, par la Grande Synagogue de la Victoire à Paris. En fait, c'est le rite. Bien sûr, parce que ce sont les Juifs d'Alsace, lorsqu'ils sont allés s'installer à Paris, c'est eux qui ont introduit cette liturgie alsacienne, qui ensuite a été transformée, parfois en mieux, parfois souvent en mieux, mais pas toujours. Et cette liturgie alsacienne, oui, elle a été chantée notamment à la Victoire, oui, bien sûr. Oui. Et donc, mais elle venait, je crois, aussi d'Allemagne, et justement de l'autre côté du Rhin, pas très loin. Oui, parce que la liturgie d'Alsace, donc, elle a été chantée des deux côtés du Rhin, du côté allemand jusqu'à Fribourg, non compris, et du côté français, en Alsace, en Lorraine, au Luxembourg, en Belgique, jusqu'à Bruxelles compris. Après Bruxelles, c'est déjà une autre liturgie. Et plus tard, également, à Bâle, il y avait la même liturgie qu'en Alsace. À Zurich également, plus maintenant, mais autrefois, c'était la même liturgie. Et à Lausanne également. À Lausanne, ils ont encore maintenant la liturgie d'Alsace. Genève, c'est pas sûr. Genève, je pense pas. Mais, et tu m'as dit même jusqu'à Amsterdam, je crois. Jusqu'à Amsterdam. La liturgie d'Alsace allait vraiment le long de la vallée du Rhin jusqu'à Amsterdam. Absolument. Il y avait quelques communautés que je n'ai pas connues à Amsterdam qui chantaient la liturgie d'Alsace-Lorraine. Oui. J'étais tellement décidé à être Chazan, Monsieur Joseph m'a dit, bon ben maintenant, il te faut un diplôme, il faut que tu ailles à la rue Vauquelin. Et à l'époque, c'était le grand Ramachili qui était le directeur du séminaire. Et le grand Ramachili est venu à Strasbourg voir son oncle, mais également me rencontrer. Et
Entre parenthèses d'ailleurs, avant de continuer, j'ai eu beaucoup de chance également, c'est de connaître d'anciens Chazanim. De connaître, il y avait, lorsque je suis devenu Chazan, il y avait, j'ai fait partie de l'association des ministres officiants, il y avait encore à l'époque une bonne quarantaine de ministres officiants à la retraite. Beaucoup étaient déjà à la retraite, mais ils faisaient encore partie de l'association, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Je reviens sur ma rencontre avec le grand Machili. Et le grand Machili m'a dit, bah oui, est-ce que vous êtes sûr parce que vous voyez les élèves, êtes-vous sûr de vouloir devenir Chazan? Alors j'ai dit oui, absolument. Et alors là, quelque chose qui fait sourire de nos jours, il a dit parce que c'est très important de choisir sa profession. Une fois qu'on a choisi sa profession, on ne peut plus changer. Donc de nos jours, il n'aurait pas parlé comme ça. Mais je lui ai dit oui, je suis sûr et certain, je veux devenir Chazan. Et il m'a dit mais Chazan, ça suffira pas pour gagner votre vie. Vous devez choisir un métier à côté. Alors vous aurez le choix entre shochet ou enseignant. Alors j'ai dit je vais être enseignant. Alors dit bon bah écoutez, alors pour la prochaine rentrée, donc c'était pour après les fêtes en 71, je suis allé au séminaire rabbinique section ministre officiant. Je suis resté là-bas 2 années en 71 et 72. En 71, nous étions 2 élèves pour toute la France. Et en 72, j'étais le seul élève pour toute la France. En 71, le nom de l'autre élève, c'était qui? Alors justement, je voulais garder la petite surprise. Nous étions 2 élèves. Le premier trimestre, nous étions au 2e étage dans le dortoir. Parce qu'autrefois, le dortoir c'était pour les élèves ministres officiants et le premier étage, les chambres individuelles, c'était pour les élèves rabbins. Et comme on n'était que 2, alors le grand Machili a dit bon, écoutez, choisissez-vous un élève rabbin avec qui vous voulez aller, demandez-lui s'il vous accepte dans sa chambre, et puis vous n'aurez pas besoin de rester dans le dortoir à 2. Bon. Donc nous avons chacun choisi notre élève rabbin avec qui aller, et la 2e année, l'élève Chazan qui était avec moi a décidé de devenir rabbin. Et il est devenu le rabbin Claude Spingarn, qui est à Strasbourg. Voilà. Donc la 2e année, l'élève que j'ai choisi et qui m'a accepté dans sa chambre, c'était Gilles Bernheim, que je connaissais déjà de Strasbourg. Donc je suis resté avec Gilles Bernheim et la 2e année, donc en 72, j'étais le seul et unique élève dans la section des Chazanim, et quand j'ai quitté en juin 72 l'école des Chazanim, l'école est fermée depuis cette époque. Ils ont fermé l'école et elle n'a plus jamais ouvert. Je me suis entendu parfaitement avec cet homme-là. Cet homme-là s'appelait Monsieur Lévy, je ne sais plus son prénom. C'était un homme d'à peu près 80 ans. C'était un fidèle, parmi les fidèles de la Victoire.
Et c'est quelqu'un qui aimait la chazanout par-dessus tout. Et à peine il est venu, il m'a dit, est-ce que vous connaissez, je ne sais plus s'il me tutoie ou vous voyez, ça je ne me rappelle plus. Est-ce que vous connaissez Samuel David? Je dis non, jamais entendu parler, jamais chanté du Samuel David. Eh ben, on va travailler, alors il avait le livre de Samuel David, il m'a dit on va travailler, voilà, on va voir ensemble, pas travailler, on va voir ensemble des morceaux. Et puis il a commencé avec des morceaux de mariage. Ah, ça me plaisait bien, ça me convenait bien. Et j'ai passé 2 années sublimes avec cet homme-là. J'ai appris avec lui le Samuel David. Donc, au bout des 2 ans, le diplôme de Chazan en poche, donc il y a eu l'épisode de l'armée, et là, après, vous êtes nommé à Haguenau. Je suis nommé à Haguenau parce que justement, alors, avant d'aller à Haguenau, donc fin 72, donc juin 72, à l'époque, la synagogue de la Victoire devait avoir beaucoup d'argent parce que on m'a proposé, je ne sais pas qui, je ne sais plus qui, on m'a proposé de commencer ma carrière à la Victoire en tant que 3e Chazan. Je ne sais plus qui m'a proposé ça, mais je me rappelle de ma réponse. Je préfère avoir un petit poste en Alsace plutôt que de rester à Paris. Et effectivement, mon maître, M. Joseph, m'a dit commence petit et comme ça tu pourras monter les échelons et terminer dans une place importante. Et il avait parfaitement raison. À l'époque, en 72, j'avais terminé à Vauclin. Donc 73, j'ai effectivement mon ambition, c'était, oui, j'étais très content de commencer à Haguenau. Surtout qu'il y avait encore M. Kugler qui pouvait m'aider sur place et tout, et me conseiller. Et c'est ce qu'il a fait, il m'a aidé, il m'a conseillé. Mais mon ambition, c'était Strasbourg. Pourquoi? Parce que je connaissais toute la liturgie de la grande synagogue de Strasbourg, puisque j'ai passé 20 ans dans la chorale de chant sacré, j'ai fait quelques offices à Strasbourg, la grande synagogue, mais pas en tant que Chazan officiel. Je veux dire que j'ai fait, mais j'ai pas fait beaucoup d'offices à Strasbourg. Mais je connaissais tous les offices et toute la liturgie de la grande synagogue. Donc moi, mon ambition, c'était de terminer Chazan à Strasbourg. En tout cas, d'être en fonction en Alsace ou en Lorraine. Pas ailleurs. Je ne me voyais pas ailleurs que dans l'Est de la France. Donc j'ai commencé à Haguenau. Je savais qu'Haguenau, c'était une communauté encore importante. Il y avait encore, quand j'ai commencé là-bas, il y avait encore 70 familles. Et il y avait office matin et soir, tous les jours. Pendant les 7 ans où je suis resté à Haguenau, on a eu minyan matin et soir. Et tous les offices étaient faits, même par exemple Yom Kippour Katan. Yom Kippour Katan, il n'y a plus beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Mais à Haguenau, Yom Kippour Katan, on le faisait, et j'ai appris à Haguenau les airs de Yom Kippour Katan. J'ai eu cette chance, c'est-à-dire que j'ai été suivi par M. Kugler, qui me disait, voilà, à Haguenau, on chante tel air, on chante tel air. Il y avait d'ailleurs à Haguenau une chorale qui chantait avant ma venue. Et alors, cette chorale, elle avait, quoi, il y avait 10, je dirais même 12, 15 choristes, c'était pas mal. Et la première chose qui m'a étonné, c'est que la chorale chantait avec une lenteur que j'avais jamais entendue auparavant. Ils chantaient très bien, à 3 voix, chorale d'hommes, mais ils chantaient avec une lenteur, quelque chose d'incroyable. Et c'était M. Kugler qui dirigeait la chorale. 7 ans à Haguenau, de 1973 à 1980. Après, tu vas où? Après, je vais à Mulhouse.
Et à Mulhouse, alors là, j'étais très heureux là-bas également. Je peux te poser juste une question sur ta formation musicale, parce que tout le monde n'est pas chef de chœur, on ne s'improvise pas. Tu as appris la musique comment? Tu l'as appris? Est-ce que tu as eu des cours de musique? Alors j'ai eu des cours de musique, oui j'en ai eu, des cours de musique, des cours de chant, des cours de musique avec Monsieur MC, j'ai pas eu tellement de cours en dehors de Monsieur MC, j'ai pas eu tellement de cours de musique, non. Pour lire une partition. Pour lire une partition, tu me donnes une partition, je suis pas capable de le chanter comme si c'était du français. Je dois la travailler. Avant de déchiffrer une partition, je dois la travailler. Donc c'est vraiment de l'apprentissage par la tradition orale. En fait. Oui, c'est vraiment chez moi c'est tout. Ah oui, oui, oui. De bouche à oreille. J'ai vraiment tout, pas tout, mais les trois quarts, c'est de bouche à oreille que j'ai appris. Et plus tard, c'était pas que de Monsieur Joseph, mais également d'autres Chazanim que j'ai rencontrés, etc. Tu es à Haguenau de 1973 à 80, ensuite Mulhouse de 80 à quelle année? 1992. 92, ensuite après 92... Je viens à Luxembourg. Au Luxembourg, et tu y es depuis 30 ans. Et j'y suis depuis 30 ans. Voilà. Donc Haguenau, j'ai eu beaucoup à faire parce qu'à Haguenau, je faisais de l'enseignement, Talmud Torah, également dans les écoles, puisque dans le Concordat, il y avait les cours de religion dans les écoles. J'étais animateur de jeunes, et jusqu'au plus fort de la jeunesse, à mon époque, j'ai réussi à réunir 35 jeunes, ce qui était énorme. 35 jeunes entre Brumath et Luxembourg, c'est-à-dire le nord de l'Alsace du Nord, mais principalement à Haguenau. Donc à Haguenau, je me suis occupé des jeunes, de l'enseignement, évidemment, dans la Chazanout. Après, je suis allé à Mulhouse, et là, j'ai eu encore Mina Shomaïm. De toute façon, toute ma vie, c'est que du Mina Shomaïm. Parce que là, à Mulhouse, le consistoire du Haut-Rhin m'a donné un poste de rabbin. Je ne suis pas rabbin, je n'ai pas fait d'études de rabbin, je suis ministre officiel. Et ils m'ont donné ce poste de rabbin, donc payé par l'État, parce que dans l'optique de me garder, j'allais dire, à vie. Ce qui était merveilleux pour moi aussi. Et à Mulhouse, je me sentais très bien. Je dis que ma première casquette, c'était évidemment ministre officiant. Ensuite, j'ai monté une chorale de jeunes. J'ai ma deuxième casquette, j'étais animateur des jeunes, donc je me suis occupé des EI. J'ai relancé la branche moyenne à Mulhouse, parce que la branche cadette, il y avait déjà Jean-Luc Wolf, voilà, qui s'occupait, donc on s'est mis d'accord, lui et moi, que lui continuerait avec la branche cadette, et moi je m'occuperai de la branche moyenne. Donc j'ai organisé des camps EI avec Mulhouse, je me suis occupé des EI, de sorties, au NEG, réunions, etc. Et puis, et alors à Mulhouse, troisième casquette, j'étais directeur du centre communautaire. Au centre communautaire, il y avait beaucoup d'associations qui organisaient des repas ou des conférences ou pour les jeunes, pour les EI, il leur fallait des locaux. Mais il fallait également qu'il y ait un local. Je me rappelle, j'ai fait venir une table de ping-pong pour les enfants. Bon, il y avait plein de choses. Il y a une cuisine. Il y avait également. Il fallait tout remettre en ordre, tout. Donc, il y avait un jardin d'enfants, etc. Tout à l'heure, tu as parlé du rabbin qui était payé, mais pas le Chazan, donc en Alsace-Lorraine concordataire. C'était uniquement les rabbins qui étaient payés par l'État, pas les chantres. Alors si. Alors, les rabbins touchaient une paye d'État, une paye complète de l'État. Les Chazanim avaient, et ça c'est mon maître, M. Joseph, qui avait réussi après la guerre à convaincre les préfets et à convaincre les consistoires, qui ont convaincu également aussi les préfets, etc. Les Chazanim recevaient le SMIC de l'État. Le SMIC de l'État. D'accord. Et ensuite, c'était complété par les communautés quand elles le pouvaient. Un beau jour, je suis contacté par Luxembourg, par quelqu'un de Luxembourg, en disant, écoutez, voilà, nous cherchons un Chazan, et
nous vous proposons la place, on aimerait bien faire mieux votre connaissance, venez nous voir à Luxembourg, en 87. J'ai dit, bon, ok, je ne connais pas Luxembourg, j'ai jamais mis les pieds à Luxembourg, je ne connais pas, ok, je vais à Luxembourg. Et à Luxembourg, j'ai été très bien accueilli. Est-ce que j'ai fait un office? Oui, je pense. Oui, j'ai fait office. Bon, j'ai passé un Shabbat entier là-bas. Et puis le lendemain, on m'a dit, on se réunit avec le consistoire. Écoutez, voilà, vous nous convenez. Est-ce que voilà nos conditions? Bon, j'ai dit, écoutez, je ne veux pas vous dire oui tout de suite. Je veux réfléchir et je vous donnerai ma réponse dans 2 ou 3 jours de Mulhouse. 2 ou 3 jours après, je leur téléphone. Je dis, j'ai bien réfléchi, je reste à Mulhouse. Bon, pourquoi? Parce que je me sentais comme un poisson dans l'eau à Mulhouse, je faisais tout ce que j'avais dit, et ça me plaisait bien. On dit ok. Entre-temps, après coup, quelques mois après, c'est Bruxelles qui m'a proposé le poste, et j'y suis allé également. Et puis j'ai refusé aussi. Pour moi, c'était l'Alsace. Je ne me voyais pas ailleurs que Metz m'a proposé également. À un moment donné, m'a proposé également, comme M. Kirch est parti. Metz m'a proposé, j'ai dit non aussi. J'étais bien, mais je trouvais vraiment c'est le poste qui me convenait. Et puis 5 ans après la première demande à Luxembourg, Luxembourg me rappelle en disant, écoutez, le Khazan qui est venu pendant 5 ans va repartir sur Paris. C'était Monsieur Benamou, qui est encore, je crois, chez les libéraux à Paris, non? Voilà. Donc lui, il était là pendant 5 ans, et puis après, il a voulu repartir sur Paris. Et le président du consistoire m'a dit, voilà, écoutez, si vous voulez, on ne fait pas d'annonce dans les journaux, on vous propose tout de suite le poste de Luxembourg. J'ai dit non. J'ai dit non, merci, je suis bien à Mulhouse, je vais rester à Mulhouse. Et puis ils ont insisté, plusieurs fois, mais vraiment insisté. Et moi, plusieurs fois, j'ai dit non. J'ai continué à dire non. Alors pour le consistoire, c'était réglé. Bon, à force de dire non, ils ont compris que je ne vais pas aller à Luxembourg. Et puis le temps passe, et puis le vice-président de Luxembourg me téléphone un soir. Il me dit, qui est à l'appareil? Je dis Michel Ayman. Ah, mais c'est pas vous que je voulais appeler. Mais puisque je vous ai au bout du fil, je ne comprends pas votre obstination à ne pas vouloir venir à Luxembourg. La Chazanout, c'est la même. Les airs que vous chantez sont les mêmes. Pourquoi refusez-vous de venir à Luxembourg? Écoutez, je vais à Strasbourg telle date, j'aimerais bien vous rencontrer à Strasbourg, à tel hôtel. Bon, j'ai dit bon, d'accord. Par curiosité plus qu'autre chose, je suis allé à Strasbourg. J'avais rendez-vous, je crois, à 9h du matin. J'y suis resté jusqu'à midi. Mais à midi, je suis sorti en disant « J'accepte de venir à Luxembourg ». Alors comment il vous a convaincu? En me disant que je pourrais continuer à m'occuper d'une chorale, je pourrais continuer à faire tout ce que je fais à Mulhouse, je pourrais continuer même à m'occuper des jeunes, je pourrais continuer à faire tout ce que je veux, et puis que la vie elle est différente, mais au Luxembourg, mais je m'y sentirais très bien, et que les gens sont très gentils, et que la communauté elle est très bien, etc. J'ai pu recréer une chorale à Luxembourg. J'ai fait les offices tels que j'avais l'habitude, tout en apprenant les airs spécifiques de Luxembourg. Donc ici, en venant ici, on m'a donné un poste d'État également. J'ai eu le poste d'équivalent de un peu plus haut que curé. Bon, je sais plus, mais enfin, c'était un poste que l'évêché avait prêté
au consistoire. Il y avait un arrangement entre le consistoire et l'évêché, et donc j'ai eu droit ici à un poste officiel, un poste d'État. Et la communauté du Luxembourg, elle est importante. Il y a combien de personnes à peu près? Et combien y en avait-il il y a 30 ans? Combien y en a-t-il aujourd'hui? Combien y a-t-il de ministres officiants? Est-ce que vous êtes est-ce que tu es le seul? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Voilà, quelle est l'organisation musicale de cette communauté? Est-ce qu'il y a une chorale qui chante régulièrement? Est-ce qu'il y avait encore de l'orgue? Comment ça se passe? Alors, quand je suis venu, avant de venir, le poste était déjà vacant. Et Monsieur Bernard Wolf, qui était rabbin et chazan de Thionville, venait ici le Shabbat et les jours de fête faire les offices. Et je lui dois une fière chandelle parce que autrefois il y avait une chorale mixte qui était très appréciée. Et lui, sa condition pour venir au Luxembourg, c'est qu'il n'y ait plus de chorale. En tout cas, plus de chorale mixte. Donc, grâce à sa présence, la chorale mixte a cessé de chanter, le Shabbat et les fêtes. Les 3/4 de la communauté lui en ont voulu. C'était en quelle année ça? C'était avant que je vienne, donc je suis venu en 92. À mon avis, ça devait être dans les années 88, 89 par là. Et donc il m'a rendu vraiment un service parce que quand je suis arrivé à Luxembourg, on m'a dit il y avait une chorale mixte, il y a une chorale mixte, il faut chanter avec la chorale mixte. Alors j'ai dit non, je ne chanterai pas avec une chorale mixte, mais je suis prêt à créer une nouvelle chorale qui chantera, mais c'est une chorale masculine. Les gens à l'époque étaient très 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 attachés à la liturgie ashkénaze, luxembourgeoise, mais qui était absolument la même que celle d'Alsace-Lorraine, à quelques chants près que j'ai appris. Donc je n'ai eu aucun problème au point de vue liturgique. Donc j'ai pu créer cette chorale qui a fonctionné 12-13 ans, à peu près. Oui. Après, les choses se sont un peu gâtées parce qu'on a changé de rabbin, et le rabbin, avec beaucoup de tact, nous a fait comprendre que la chorale n'avait plus sa place dans la synagogue, et puis donc la chorale a cessé de chanter. Et puis quand j'ai pris ma retraite, le rabbin il a tout sfardisé, et puis maintenant il y a quasiment plus d'office ashkénaze. De temps en temps le vendredi soir, jusqu'à Borachou, il y a les airs ashkénazes, et puis après c'est fini. Alors il y a à peu près 3-4 ans, il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Alors à ce moment-là, moi, j'ai rien perdu de tout ce que les personnes en place ou les personnes retraitées comme moi. Il n'y a pas eu de changement pour les personnes, mais l'État ne paye plus les cultes. Donc, à partir du moment où j'ai pris ma retraite, eh bien le consistoire dit on n'engage plus de chazan. Donc c'est le rabbin actuel, Nakash, qui fait fonction de rabbin et de chazan. Mais la majorité de la communauté, elle est encore lorsque nous sommes arrivés à Luxembourg, 90% de la communauté était ashkénaze. Donc j'étais aussi comme un poisson dans l'eau, effectivement, parce que les gens tenaient absolument à la liturgie ashkénaze traditionnelle, ils y tenaient énormément. Donc j'avais pas de problème de ce côté-là. Donc maintenant, eh bien, beaucoup d'ashkénazes ne viennent plus, c'est-à-dire que sur la liste de la communauté, il y a comme encore 50% à peu près d'ashkénazes. Mais ces ashkénazes ne viennent plus parce qu'ils n'entendent plus. Ce que le consistoire et le rabbin n'ont pas compris, c'est que les ashkénazim, ce qui les rattachait notamment à la synagogue, c'est la liturgie. Et on leur a enlevé la seule chose, ou une des rares choses à laquelle ils y tenaient. Donc ils ne viennent plus. Donc majoritairement, actuellement, la communauté, c'est arabe.
Alors le mot de la fin, c'est que tu as en face de toi ce qu'on m'appelle depuis une trentaine d'années le dernier des Mohicans. Je suis le dernier ministre officiant de Luxembourg. Je suis le dernier ministre, un des tout derniers ministres officiants à connaître la liturgie de la vallée du Rhin. La liturgie telle que je l'ai chantée, telle que je la chante encore de temps en temps à des concerts, parce que ça n'intéresse plus que pour des concerts ou pour des événements en particulier dans une synagogue, c'est fini. J'aurais voulu être plus optimiste concernant la liturgie, mais il faut se rendre compte, la page est tournée. Elle est presque entièrement tournée, pas tout à fait, pas entièrement, mais presque. Il n'y a aucune illusion à se faire. C'est comme ça.